m'appelle Laurence Benaïm, je suis journaliste, écrivain, biographe, Yves Saint-Laurent notamment, et je prépare des nouveaux livres pour la rentrée chez Assouline et Gallimard. J'aime Paris, j'aime la force, la lumière de cette capitale qui continue de m'inspirer. Le premier quartier dans lequel nous sommes retrouvés, la Porte Saint-Denis, j'ai un rapport assez affectif avec ce quartier. C'était le quartier de mes grands-parents. Mon grand-père était chapelier au 23 rue du Faubourg Saint-Denis. C'était l'endroit où mon grand-père était à la fois chapelier et il habitait là. Et surtout ici, il y avait la salle bretonnelle où Marcel Cerdan venait s'entraîner à la boxe. J'aimais beaucoup habiter ici. Et là, je vais essayer de voir si le fleuriste que je connaissais si bien est toujours là. Ah, bonjour. Ça fait plaisir. Vous êtes loin? Vous habitez loin maintenant? Non, j'habite plus dans ce quartier, mais vous voyez, quand je reviens ici... C'est un très bon quartier, oui, ça fait plaisir. Et je me suis dit, allez, ça va la vie, la famille? Ça va. Et Oui. Ma grand-mère, elle ma cliente, ça, toute la famille, quoi. Fait les chapeaux, voilà. Les beaux chapeaux. 23 rue de Faubourg Saint-Denis. Ouais. Il était un homme charmant et tout. Ouais. Et même la grand-mère, elle était trop mignonne. Et elle aimait les fleurs. Ah, ça oui. De Hammamet Fleurs. Ah oui, voilà. Elle aime Hammamet Fleurs, et surtout nous. Ça me fait plaisir de vous revoir. T'as la tête de grand-mère, ça c'est vrai, ça. Quand j'ai vu votre sourire, voilà, tout de suite j'ai reconnu. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Nous avions rendez-vous avec Olivier Châtenay, grand collectionneur d'Yves Saint-Laurent, qui aussi est un spécialiste du vintage, chez lequel on peut trouver plein de pièces extraordinaires. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour Laurence, mais bien et toi? Ça va? Joie de te voir. Nous voici chez Olivier, in situ. Oui, c'est le cas de le dire. On se connaît depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amitié, d'admiration pour Olivier, pour son travail de collectionneur amoureux des pièces, bien sûr avec une affinité toute particulière pour Monsieur Saint-Laurent. Oui. Il y en a un petit peu partout, hein, c'est un peu disséminé. Par exemple, ici, il y a un petit choix de blouses. Alors, c'est vrai que je me suis intéressé à Saint-Laurent aussi pour la qualité de la réalisation. Quand on parle de luxe, là, on y est. On peut aimer chez Saint-Laurent des choses complètement strictes et puis aussi la folie. C'est tout à fait les deux. Alors voilà, chez Saint-Laurent, il y a beaucoup de blouses très classiques, comme ça, unies. Mais après, il y a des choses beaucoup plus folles. Hein. Et c'est vrai que tout d'un coup, ces vestes qui nous semblaient trop épaulées, on en a à nouveau envie. C'est du luxe, c'est le grand luxe. Une carrure Saint-Laurent, ça se reconnaît, mais en une seconde. Voilà. Ouais, de dos, c'est... Là, on y est. Bien, on y est bien. J'aime bien dans le travail d'Olivier sa façon de repérer les choses les plus simples qui sont liées à des vêtements d'inspiration traditionnelle. Mais j'adore cette idée de cette blouse comme un foulard sur la peau là. Ça, c'est toute la presse que j'ai réunie sur l'été 70, par exemple. Donc, c'est cet article-là, tu le connais, qui est paru dans le L. Yves Saint-Laurent choisit le prêt-à-porter. Ah, je veux bien que tu me l'envoies. Ça, c'est tellement drôle. Regarde. Ouais. Parce que c'est un moment pas de fracture, mais c'est une étape. Parce qu'à l'époque, avant les années 60, la mode, c'était quelque chose qui était donné qu'aux gens très privilégiés qui pouvaient. De mon point de vue, Yves Saint-Laurent n'a rien inventé. Ça n'est pas un inventeur, mais c'est beaucoup mieux que ça. Il s'empare de choses qui existent déjà au moment où il faut s'en emparer. Et ça, quelque part, c'est un génie unique. Je me sens bien ici au Brac, je me sens bien dans ce lieu. J'aime beaucoup venir ici. Merci. Prendre mon café, mon omelette blanche ou ma tombée d'épinards. J'aime le sourire des serveurs, je me sens surtout accueillie. Et c'est vrai que oui, je me sens bien au Brac. Nous sommes allés dans le quartier de la Bastille, où au fond d'une cour, nous avons visité l'atelier de Blanche Patine, qui restaure de la faïence d'une façon extraordinaire. Bonjour. Comment
Alors l'esprit du lieu, c'est vraiment une invitation au voyage. C'est vraiment ouvert sur rendez-vous, c'est un lieu secret, un peu caché. Moi je suis spécialisée dans une céramique de la fin du 19e, début 20e, pour laquelle j'ai vraiment un amour complètement fou et complètement débordant. C'est un lieu qui parle de partage à travers des objets. Là on est sur une production de la manufacture de Jules Vieillard, à Bordeaux. C'est une manufacture qui a fermé ses portes en 1895. Ce bébé a à peu près 130-140 ans. Et moi, mon travail, c'est de le proposer aux clients dans un état parfait, parfois donc avec cette patine-là, ce brunissement-là, avec un émail, une terre, une qualité de terre exceptionnelle qui le rend même à l'objet d'œuvres d'art. Donc aujourd'hui, les gens viennent vraiment me voir pour ma sensibilité sur ces pièces-là et sur ces créations que je peux leur faire de pièces dépareillées. Cécile, j'aimerais qu'on parle d'une autre de vos activités qui passe par la restauration de ces pièces. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors moi, je pratique depuis plusieurs années la technique ancestrale japonaise du kitsungi. Alors du coup, c'est le deuxième pan de mon activité. Donc ça, typiquement, on est sur une pièce qui est restaurée, une pièce qui était cassée en plusieurs morceaux. On a 1, 2, 3, 4 morceaux. Donc que j'ai recollé au moyen de laque végétale japonaise qui permet de restaurer la pièce, de lui rendre toute sa splendeur au moyen de la dernière étape de travail, ici par l'or 24 carats. Donc c'est vraiment, il y a toute une philosophie de vie également autour de cet objet-là qui permet de sublimer l'objet cassé. Et sur cette pièce-là, il y a 1 mois et demi de travail. Voilà. L'art japonais, c'est vraiment ce travail de la minutie, ce travail de la lenteur, de la contemplation ensuite, et de rendre unique l'objet et de prendre soin de lui. Mais c'est merveilleux tout ça, c'est Cécile, c'est le charme redonné au temps et à l'élégance et à la beauté des choses qui redeviennent des présences à travers son regard. Donc merci beaucoup. Ensuite, nous nous sommes retrouvés, toujours à la Bastille, à la manufacture de café d'Alain Ducasse, où nous avons rencontré Veda Virasvanu, chef torréfacteur, qui nous réinvente l'art du café. Qu'est-ce que serait Paris sans cette tradition du zinc ? Chez nous, c'est avant tout une certaine idée de la torréfaction, c'est une certaine idée du café, c'est une certaine idée de la filière café. Comment est-ce qu'on considère cette matière première et comment est-ce qu'on l'amène dans la tasse, comment est-ce qu'on parle à des cœurs. Un lieu très secret. Nous sommes allés dans le 17e arrondissement, chez Féo Boiserie, un endroit extrêmement secret qui abrite des collections extraordinaires de boiseries depuis plus d'1 siècle. En fait, c'est merveilleux. Alors en fait, c'est un lieu qui est vraiment, qui n'est pas ouvert au public, qui n'est ouvert qu'aux architectes et aux décorateurs. On ne sait plus où on est, c'est merveilleux. Et tous les siècles, le dialogue entre eux. Ah ouais, c'est un privilège absolu. C'est le privilège d'une mémoire incarnée par des objets. Cher Guillaume, est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu, de Féo Boiserie, et de cet espace en particulier ? C'est un lieu très atypique à Paris, donc on est une société qui existe depuis 150 ans, qui a été créée en 1875, et les locaux dans lesquels vous êtes ici, qui sont assez énormes, puisqu'on a 1800 mètres carrés, avec 12 mètres sous verrière, ont été créés pour être ce que vous avez ici. Donc c'est un atelier, c'est un showroom, c'est une entreprise spécialisée en
en boiserie. Donc on réalise environ 70 pièces complètes par an en boiserie pour des grands chantiers de décoration un peu partout dans le monde. Et ici, j'aime bien cette expression, c'est un magasin de jouets pour décorateurs. Donc il y a des milliers de fragments de décors, de morceaux de boiserie qui servent d'inspiration pour que ces grands décorateurs de tous les grands pays du monde recréent avec nous des très beaux espaces pour des grands clients. Voilà. Là, vous avez un décor qui a été restauré par Jacques Doucet pour son hôtel particulier du 16e arrondissement. Vous avez un lave-bot qui a été commandé pour le prince Radziwiłł. Le beau-père de M. Radziwiłł était le fondateur de la SDBM de Monaco, qui a créé tous les casinos à Monte-Carlo. Il était quelqu'un d'immensément riche. Voilà. En fait, c'était fait pour que ces messieurs se décrottent avant d'aller déjeuner pendant les sessions de chasse à courre. Et donc, c'était une époque complètement dingue où les gens avaient des maisons de 3 à 4 000 mètres carrés et ils avaient une vie qui était très différente de celle qu'on peut avoir maintenant. Là, vous avez un décor qui est magnifique, qui vient d'un château qui est dans le 16e arrondissement où la marquise de Boufflers était un personnage très important à la fin du XVIIIe qui tenait salon avec Diderot, Rousseau et Voltaire. Et on a l'impression que tout est rangé, mais que tout se déplace la nuit. Non, c'est un musée vivant, mais ça bouge en permanence. Ça bouge en permanence. Exactement. Je me sens complètement parisienne. J'aime la mélancolie et les crépuscules roses de cette capitale qui continue de m'inspirer. J'ai une relation bien sûr fusionnelle avec Paris, comme tous les Parisiens. Je me demande si parfois je préfère y vivre ou y revenir.